Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien sur Public Sénat. 90 minutes de débat, de reportage et d'expertise pour donner du sens à l'actualité. C'est une émission spéciale consacrée à la menace terroriste et aux conséquences de l'attentat de Moscou que je vous propose ce soir. La France est passée au niveau urgence, attentat le plus haut du plan Vigipirate. Au quotidien, il y a une surveillance, au quotidien, il y a une traque de tous ceux qui pourraient vouloir s'en prendre à la République et aux Français. La revendication de l'attentat de Moscou par une branche de l'État islamique qui avait elle-même menacé et développé des projets sur des pays européens, dont la France, nous a amené à prendre cette décision de rehausser la posture Vigipirate à son plus haut niveau. Quel est ce groupe afghan de l'État islamique qui a frappé en Russie, qui menace le monde? Quelles ont été les failles des services de renseignement russes, pourtant alertés par les Américains début mars? On répond à ces questions dans notre première partie d'émission. Et puis juste après, on verra comment Vladimir Poutine instrumentalise cette attaque terroriste pour mobiliser sa population contre l'Ukraine. Malgré la revendication de Daesh, le président russe parle de complicité ukrainienne. Va-t-il s'en servir pour décréter une mobilisation général? Peut-il changer de stratégie, lancer plus rapidement que prévu une nouvelle offensive militaire? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, cette question, pourquoi le gouvernement a-t-il relevé le niveau d'alerte terroriste dans notre pays? Mathias Arez. Après l'attentat de Moscou, l'onde de choc arrive en France. Quelques semaines seulement après être descendu d'un cran, le plan Vigipirate est repassé dimanche soir à son niveau d'alerte maximale. Concrètement, cela veut dire que nous allons nous démultiplier encore davantage. Ça veut dire que nous prenons toutes les précautions. Depuis ce matin et dans les heures qui viennent, nous allons déployer des moyens exceptionnels partout sur le territoire. En marge de son déplacement en Guyane, le président de la République a justifié ce choix. Un niveau d'alerte activé seulement 3 fois depuis 2016. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Au total, depuis 2017, 45 projets d'attentats ont été déjoués sur le sol français, dont 2 rien qu'en 2024. À l'approche des Jeux Olympiques, tous les yeux se tournent vers le dispositif de sécurité. Le Sénat, qui devait rendre un rapport sur la sécurisation de l'événement, reporte sa remise de 15 jours. Quel est l'état de la menace terroriste en France et dans le monde? Comment Vladimir Poutine instrumentalise cet attentat? On en débat avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Jean de Glignasti, bonsoir et bienvenue. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie, consultant, enseignant, directeur de recherche à l'IRIS, à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et vous publiez France, une diplomatie déboussolée. C'est aux éditions L'Inventaire. Anne Le Héroux, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre et spécialiste de la Russie contemporaine. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à éditorialiste tous. politique, bienvenue à vous. Alors, on va démarrer par une question centrée sur la France en réaction à ce sujet qu'on vient de voir, David Rigoulet-Rose. Pourquoi pourquoi notre pays passe à ce niveau, qui est le niveau supérieur du plan Vigipirate, urgence attentat? En termes immédiats, ça coïncide effectivement avec ce qui s'est passé à Moscou. Oui. Mais sur le fond, il y a certainement la nécessité effectivement d'une hausse de la vigilance, ce qui explique que ça ait pu être décidé au Conseil de défense. Tout simplement parce que, d'ailleurs, depuis le début de l'année, les responsables de la DGSI d'une part et de la DGSE évoquent le fait qu'il y a eu la résurgence, on va dire, une capacité renouvelée des groupes terroristes en général, dont évidemment l'État islamique, à projeter des attaques à l'extérieur. Et c'est le cas effectivement à Moscou, et c'est la crainte en France, en Europe, puisqu'il y a eu depuis 2 ans, on va dire, mais depuis, ça s'est multiplié l'année dernière, déjà des arrestations qui ont été évoquées d'ailleurs par les autorités, de membres effectivement qui avaient planifié un certain nombre de tentatives, et de membres issus ce qui est un peu nouveau dans le cas français, de gens issus d'Asie centrale, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, et ce qui explique les difficultés aussi, parce qu'il n'y a pas forcément les ressources humaines pour appréhender
en termes linguistiques et de profil, ce type de profil. Oui, et on parlera en détail de ce groupe, de cette branche afghane de l'organisation État islamique. Un mot peut-être de la menace en Russie, Jean de Glignasti. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'attentat depuis plusieurs années? Quel était le niveau de la menace en Russie? Qu'est-ce qu'on peut en dire? La Russie est ciblée par les groupes islamistes à la suite des guerres en Tchétchénie, à la suite de l'Afghanistan et à la suite de la Syrie. Donc en fait, la Russie vit sous une menace permanente d'attentats djihadistes. Le dernier a eu lieu en 2017, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait 5 ans de répit, si je puis dire. Mais en fait, les attentats ont été permanents à Moscou, à Saint-Pétersbourg, depuis la première guerre tchétchène, en fait. Il y a eu Beslan, cette école avec 300 otages et 300 morts, en fait, pratiquement. Il y a eu le théâtre à Dubrovka. Il y a eu des attentats dans le métro de Moscou, dans le métro de Saint-Pétersbourg. Donc, je dis pas les Russes sont habitués, mais en fait, c'est quelque chose qu'ils connaissent pour leur malheur. Donc là, ça reprend, et comme l'a dit Monsieur Rigoulet-Rose, ça reprend parce que en Afghanistan, Daesh a pu construire une vraie base à partir de laquelle il a des moyens logistiques, et c'est pour ça que les Français ont raison de s'inquiéter. Anne Le Héroux, justement, sur la société russe, comment elle réagit depuis vendredi? Alors, on va parler de la façon dont Vladimir Poutine cible l'Ukraine, évidemment, mais il y a cette funeste habitude dont parlait Jean-Luc Glignasti à l'instant. Comment réagissent les Russes? Alors, écoutez, moi, je ne suis pas en Russie et on a aujourd'hui un peu plus de mal qu'avant à être en communication directe avec Moscou, bien sûr, mais à ce qu'on voit, à ce que j'ai pu entendre et depuis vendredi soir, on voit d'une part, bien sûr, des manifestations de compassion, de solidarité spontanée qu'on voit. D'ailleurs, je vois derrière vous ces images de peluches. Moi, je suis allée à Beslan pour les commémorations de l'attentat de Beslan et il y a la même chose, en fait, dans l'école, dans les murs de l'école où le gymnase s'était effondré à Beslan. Et donc on voit ces mesures-là. On voit aussi une compassion qui, je dirais, à la mode, si je puis dire, de ce à quoi nous habitue la Russie depuis plusieurs années, une compassion un peu plus organisée par des organisations de volontaires, comme ce groupe Мы вместе, nous sommes ensemble, qui s'occupe aussi de la distribution de colis, par exemple, aux réfugiés ukrainiens en Russie, qui s'occupe aussi des soldats qui vont au front. Donc là, on voit déjà quelque chose d'un petit peu plus organisé et orienté par l'État russe. Et orienté par l'État. Je lisais aujourd'hui que certains fonctionnaires étaient requis d'aller porter des fleurs devant le théâtre, devant la salle de concert. Donc, effectivement, quelque chose de plus organisé, ce qui, évidemment, n'enlève rien au sentiment d'horreur que peuvent connaître les Russes. Et puis, on voit aussi un niveau d'analyse, et notamment sur les chaînes d'opposition, les journaux, peut-être les Russes en exil, qui au départ étaient d'une certaine incrédulité. Et il a fallu quand même attendre, je dirais, samedi soir, notamment, je pense à cette chaîne Важные истории, donc Histoires importantes, qui a réussi à observer que les vêtements des personnes qui avaient été arrêtées étaient les mêmes que ceux qui étaient filmés par la chaîne de l'État islamique lui-même, et ce que ça laissait assez peu de doute, en fait, sur la signature État islamique de cet attentat. Mais jusque-là, il y avait ce doute qui peut nous apparaître comme une hypothèse complotiste, mais qui en fait vient aussi du passé, je dirais, de doutes sur des précédents attentats, sur le rôle éventuel des services secrets dans des précédents attentats, même si dans ce cas-là, on a plutôt l'impression d'un échec, je dirais, de la prévention que d'un rôle déterminé. Juste d'un mot, parce que vous dites chaîne d'opposition, qu'il n'y ait pas de confusion, sont des chaînes qui émettent... Qui sont sur Telegram, qui sont à l'international, basées à l'international, bien sûr, mais évidemment. qui peuvent être captées par une partie Alors, qui peuvent être captés sur YouTube, sur certaines émissions, sur Telegram, ou avec ce qu'on appelle un VPN, c'est-à-dire un dispositif informatique qui permet aux auditeurs russes de regarder cette émission, par exemple, s'ils se calent, je dirais, avec leur VPN sur une adresse en France. Bon, écoutez, s'ils sont quelques-uns à nous regarder et à nous comprendre, on leur fait signe. Un attentat comme celui de Moscou, évidemment, il est analysé immédiatement par les services de renseignement, que ce soit en France ou ailleurs. Je vous propose d'écouter ce que disait là-dessus le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, ce matin.
J'aurai de nouveau, à la demande du président de la République, une réunion jeudi matin à la DGSI avec l'ensemble des acteurs du renseignement pour pouvoir bien tirer toutes les conséquences de ce que nous ne savons pas encore totalement, qu'est l'attentat de Moscou, sur le sol français. Il semble évidemment important de lutter contre un islamisme radical qui désormais peut déclencher des attentats, non pas en envoyant des personnes, mais d'après ce que je comprends, de ce que nous avons compris, qui permet de pouvoir demander à des personnes de passer à l'acte, ce qui est assez différent dans le process. Et donc, comme à chaque fois, nous devons nous adapter. En tout cas, je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes de service de renseignement sont 24 heures sur 24 pour protéger les Français. Alors, de quoi parle le ministre David Rigolaireus ? Je reprends ces termes, hein, non pas en envoyant des personnes, mais d'après ce que je comprends, qui permet de pouvoir demander à des personnes de passer à l'acte. C'est des réseaux dormants, ce qu'on appelle des réseaux dormants, c'est quoi ? C'est, on va dire, un vivier potentiel de gens qui sont déjà présents et qui sont susceptibles d'être activés, effectivement, sur place. Et dans le cas de la Russie, c'est intéressant parce qu'effectivement, en Russie, il y a une communauté centra-asiatique très importante. Oui, notamment venue du Tadjikistan. Il y aurait beaucoup de migrants tadjiks qui travaillent, qui font tourner un peu l'économie. Oui, parce qu'effectivement, il y a en plus la frontière entre il n'y a pas une vraie frontière, donc il y a des facilités de passage. La Russie a besoin de bras, de toute façon. Et il y a un deuxième aspect qui est souvent sous-évalué, mais les Russes ont recruté l'année dernière, enfin dans la guerre en Ukraine, et là, beaucoup de gens justement issus d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, etc., dont la fiabilité, évidemment, est sujette à caution pour les Russes, mais qui, faute de mieux, effectivement, ont un peu mis une pression pour avoir de soldats supplémentaires. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté qui fait que la situation est quand même potentiellement dangereuse. Ouais. Anne Le Houerou, cette communauté tadjik, elle est, je l'imagine, montrée du doigt aux Oui, gens alors en Russie. Ça fait évidemment partie des risques en termes de conséquences que peut occasionner cet attentat et la désignation et l'arrestation de ces auteurs. En effet, il y a des travailleurs migrants très nombreux en provenance d'Asie centrale, je dirais, essentiellement depuis le début des années 2000, lorsque l'économie russe s'est remise à fonctionner à plein régime, notamment dans la sphère des services, dans la sphère du bâtiment, travaux publics, et donc des secteurs de main-d'œuvre, et effectivement avec un manque de main-d'œuvre russe. Donc il y a beaucoup de Centra-Asiatiques qui sont présents. Il y a un sujet autour de la radicalisation d'une partie de ces Centra-Asiatiques présents en Russie qui s'est manifesté avec un certain nombre soit d'attentats. Je pense que le dernier gros attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg avait été aussi le fait de Centra-Asiatiques dans mon souvenir. Et puis bien sûr autour des mosquées et puis des départs en Syrie et en Irak de la part d'un certain nombre de membres de cette communauté. Alors est-ce que certains sont partis, sont revenus, se sont ensuite affiliés à cette nouvelle branche, Ika Khorasan, c'est possible. Est-ce que ce sont des exécutants qui effectivement ont exécuté cette tâche pour de l'argent, mais encore faut-il quand même qu'ils aient eu un minimum d'entraînement. Donc c'est évidemment une question qui se pose, mais on peut évidemment craindre, comme dans d'autres cas, je pense notamment après une rixe dans un café à Kondopoga en 2005, qui avait occasionné une très forte mobilisation des réseaux nationalistes et des réseaux d'extrême droite en Russie. Et aujourd'hui, dans la mesure où, par exemple, on voit que notamment au moins un des présumés terroristes, des présumés auteurs, ait été arrêté par un groupe paramilitaire qui combat aux côtés de la Russie et qui se trouvait là, comme beaucoup de ces groupes, pas très loin de la frontière ukrainienne, en Russie bien sûr, et dont l'un d'entre eux portait un insigne nazi et a coupé l'oreille d'un de ces auteurs. Ces images, voilà, et ces images en plus ont été diffusées, et diffusées manifestement sciemment et officiellement, et donc effectivement ça fait craindre un peu le pire en effet en termes de risque d'explosion, avec le Tadjikistan qui essaye de s'éloigner de ces terroristes présumés. Bien entendu, en disant ils n'ont pas de nationalité, pas de religion, c'est ce que le président du Tadjikistan a dit. Alors le Tadjikistan a été une des sources de recrutement
financement pour Daesh déjà en Syrie. Le Tadjikistan est donc dirigé par un dictateur qui avait associé les islamistes à son pouvoir. L'accord, il y avait une guerre civile terrible, et il y a un accord qui a été signé en 97 à Moscou où les islamistes étaient associés. Et puis, en fait, Rahmon s'en est débarrassé, et en fait, ils sont entrés dans la clandestinité. Donc, il y a un vivier de djihadistes clandestins au Tadjikistan qui est énorme. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Russes n'ont pas associé le Tadjikistan, malgré sa demande, à la zone de libre-échange des hommes et des marchandises de l'Union économique eurasiatique, parce qu'effectivement, la Russie craint que la liberté de circulation des hommes conduise à ce genre d'événements, et cette crainte était justifiée. Oui, alors dans ce débat, on l'a bien compris, hein, sur effectivement ce que Moscou a vécu, mais aussi les conséquences et les leçons qu'on peut en tirer ici aussi en France. Mathieu, je me tourne vers vous avec, on l'a compris, hein, un gouvernement français qui prend très au sérieux cette menace. Hein. Oui, les autorités aussi, et ce même avant l'attentat de Moscou. Hein, le 5 mars dernier, ici au Sénat, la nouvelle patronne de la DGSI, Céline Berthon, était auditionnée par la Commission des lois, aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu présenter, lui, les dispositifs de sécurité des Jeux Olympiques. Et le constat de Céline Berthon était sans appel sur la menace terroriste. Regardez. Le contexte et les perspectives de menaces que nous envisageons pour les JO se situent dans la continuité complète du contexte actuel de la menace terroriste sur le territoire national, qui de fait est à la hausse depuis maintenant un peu plus d'un an et qui se sont notamment traduits par des faits que nous avons eu à subir. En gros, Céline Berthon, elle a identifié trois risques dans son allocution. Une menace à surveiller, particulièrement la menace endogène, on en parlait tout à l'heure. Elle l'a qualifiée avec des profils jeunes, comme on l'a vu lors des attentats d'Arras ou de Bir Hakeim à Paris. Ce que les spécialistes appellent, je parle sous votre contrôle, une forme de terrorisme low cost, on perpétue des actes avec les moyens du bord, si j'ose dire, un couteau, un véhicule, et puis des auteurs parfois radicalisés. Ça, c'était pour la première menace qu'elle distinguait. La seconde, c'est celle dont vous parliez, David Rigoulet-Rose, de profils expérimentés, prêts à passer à l'acte, radicalisés, donc des gens qu'on peut éventuellement activer. Un peu comme les frères Kouachi, si j'ose cette comparaison, un profil expérimenté, les frères Kouachi et l'attentat de Charlie Hebdo. Et enfin, Céline Berthon identifiait une troisième menace en lien, disait-elle, avec des théâtres extérieurs. Autrement dit, cette fois-ci, commandité, organisée, voire projetée depuis l'étranger. Un scénario qu'on a connu en France avec les attaques du 13 novembre notamment. Évidemment, avec un gouvernement qui donc est en train de revoir les moyens à la hausse. Alors, les moyens, ils sont là, les dispositifs, ils sont connus, la France découvre pas le terrorisme, mais la DGSI donc, va utiliser les moyens existants, et Céline Berthon disait qu'elle avait monté pour l'occasion une structure spécifique chargée de centraliser, d'attribuer et de suivre avec certitude, disait-elle, la totalité des signalements, parce qu'avec les Jeux Olympiques, on va avoir une montée de signalements considérable. L'objectif, c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que tous les signalements soient bien pris en compte et bien attribués, parce que parfois, entre les services, on peut aussi imaginer que l'information ne remonte pas forcément de façon efficace. Mais certains voulaient aller plus loin dans le cadre de cette menace terroriste, en durcissant par exemple l'arsenal législatif ou répressif. C'était le cas des sénateurs qui, au mois de janvier dernier, ont adopté une proposition de loi à l'initiative du président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Alors, si on rentre un peu dans le détail, que contient ce texte ? Alors là, c'était extension des mesures de rétention de sûreté pour les condamnés pour terrorisme. On était juste après l'attentat de Bir Hakeim à Paris. Détention et suivi des mineurs radicalisés. Un délit de détention ou d'enregistrement de contenu exhibant des crimes terroristes. Créer aussi une interdiction de paraître dans des lieux exposés à un risque de menace grave ou terroriste. Ça, c'était typiquement interdiction de paraître sur les lieux des Jeux Olympiques. Et même instauration d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les personnes condamnées pour terrorisme. Bref, tout un arsenal. Le problème, c'est que le texte a été voté au Sénat, mais il est aujourd'hui à la Commission des lois à l'Assemblée. On sait qu'il y a un hiatus entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui considère qu'il y a plusieurs de ces mesures qui sont anticonstitutionnelles. Donc, c'est vraiment pas dit que ça puisse être adopté. Pour l'instant, c'est pas inscrit à la Jeux Olympiques, exactement. On peut dire. David Rigoulet-Rose, je reviens à ce niveau d'alerte, le niveau d'alerte maximum du plan Vigipirate. Ça veut dire qu'on pourrait, mais des conditionnels évidemment, rester à ce niveau jusqu'aux Jeux Olympiques, par exemple ? Ce qui est difficile, c'est de redescendre à partir du moment où on le hausse, surtout dans le contexte actuel, comme vous évoquez les Jeux Olympiques. Clairement, il y a quand même une vigilance extrême qui est reliée à des inquiétudes.
puisque la décision de hausser le niveau est basée aussi probablement sur des informations. Oui, parce qu'on peut avoir un peu de mal à comprendre pourquoi c'est un attentat à Moscou qui déclenche un niveau supérieur en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Le président de la République a pris soin, enfin l'exécutif a pris soin de mentionner le fait que il y a déjà eu récemment 2 attentats d'abord qui ont été évités depuis le début de l'année, et que justement l'État islamique du Khorasan, donc cette branche afghane, la branche afghane, et aujourd'hui, enfin à la France aussi dans le collimateur, au même titre que d'autres pays, et donc ça justifie de ce point de vue-là effectivement une vigilance extrême, d'où le niveau maximum effectivement de ce qui a été décidé. Mathieu ? D'ailleurs, l'auteur de l'attentat de Bir Hakeim était surnommé Al-Khorasani et pouvait s'inscrire dans cette mouvance-là. J'avais juste une question. Est-ce que de toute façon, avec les JO, on serait passé en niveau vigilance attentat ? Probablement, mais peut-être pas tout de suite, peut-être un tout petit peu plus tard. Mais sans doute, parce que de toute façon, on sait bien que la menace est réelle. Elle n'est pas nouvelle, comme vous le disiez. Bien sûr. Mais elle prend un tour particulier dans le contexte des JO, puisque c'est une vitrine publicitaire mondiale et qui peut offrir des opportunités, hélas, à des groupes de ce type. Alors, on en parle de ce groupe d'origine afghane, Tadjikistan. On va détailler tout ça grâce à Steve Jourdain. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. Bonsoir Thomas. Rappelez-nous donc quel est ce groupe qui a revendiqué l'attentat de Moscou. C'est le groupe le plus sanguinaire d'Afghanistan. C'est comme ça que le qualifie l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Son nom officiel, EIK, État islamique au Khorasan. Le Khorasan, c'est une province historique, Thomas. C'est le nom médiéval de l'Afghanistan qui englobait une partie du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan à l'est de la carte. On le voit, on parle d'une branche de l'État islamique qui a émergé il y a tout juste 10 ans. Elle est composée d'anciens cadres talibans, mais l'EIK est encore plus sectaire que les talibans selon les experts. Les deux sont des fondamentalismes islamistes, mais l'État islamique au Khorasan défend un djihad global, un djihad international, alors que les talibans se concentrent, eux, sur l'Afghanistan. Donc djihad global qui prend pour cible plusieurs pays, dont évidemment la Russie. Oui, la revue américaine Foreign Policy revient sur plusieurs longs mois de propagande djihadiste contre Moscou. Dès l'invasion russe en Ukraine, l'État islamique va tenter de surfer sur la guerre. En février 2022, dans une newsletter hebdomadaire, les djihadistes parlent d'un conflit qui oppose des croisés à d'autres croisés. La guerre sanglante qui a lieu entre les croisés orthodoxes est un exemple du châtiment qui leur a été infligé par Allah et qui va leur coller à la peau. La conclusion de l'article est la suivante. Oh Allah rend leur guerre sanglante et sème la discorde dans leur cœur, déverse sur eux ta colère et ton tourment. Quelques mois plus tard, Thomas, à l'été 2022, l'EIK va encore intensifier sa propagande. Dans un article intitulé « Le trou noir ukrainien », la guerre entre Kiev et Moscou est décrite comme une grande et formidable nouvelle pour les musulmans du monde entier. Mais le groupe exhorte les djihadistes à ne pas s'engager directement pour l'un des deux protagonistes. Il faut plutôt profiter en quelque sorte de la guerre en Ukraine pour frapper les infidèles, car cette guerre devrait amener son lot d'opportunités, selon les djihadistes. Dans le logiciel de l'EIK, Moscou est accusé d'avoir du sang musulman sur les mains. On rappelle qu'entre 79 et 89, les soviétiques ont pendant plus de 9 ans combattu les groupes rebelles moudjahidines sur le sol afghan. Puis ensuite, il y a eu évidemment la Syrie et les guerres tchétchènes, on l'a dit, la Russie qui n'est pas la seule à être dans le viseur. Non, début janvier, c'est l'Iran qui a été frappé. Un attentat sanglant commis par le groupe a visé dans le sud du pays la tombe de Qassem Soleimani. Le pays commémorait alors la mort de ce général emblématique, notamment célébré en Iran pour avoir vaincu l'État islamique en Irak et en Syrie, d'où l'hostilité du groupe à l'égard non seulement de l'Iran, mais aussi de la Russie, qui a ouvertement soutenu, vous en rappelez, Bachar el-Assad pour écraser les rebelles syriens. L'attentat en Iran a fait 84 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de la République islamique. Le groupe djihadiste qui s'en prend donc à d'autres pays et à d'autres musulmans au nom du djihad global. Merci beaucoup Steve. Alors on va revenir sur ce groupe et sur ces menaces, mais peut-être Anne Le Héroux, un mot pour
redire ce que, évidemment, vous le disiez en préambule, c'est pas si facile aujourd'hui de savoir comment les Russes captent les informations, mais ce qu'on a compris, c'est que cette revendication de l'État islamique, elle est quoi? Elle est quasiment pas évoquée par les médias officiels, c'est officiellement, ça, hein? Oui. Officiellement, elle est quasiment pas évoquée, et elle est, en revanche, qui est évoquée, voire invoquée, c'est une piste ukrainienne, alors qui n'est pas non plus, je dirais, directement détaillée, sans doute, et pour cause, mais qui en tout cas, et voilà, c'est le voile qu'on jette sur cet attentat. Les autorités disent qu'elles, de toute façon, elles ne se prononceront pas sur la revendication de l'État islamique tant que l'enquête ne sera pas terminée. En revanche, elles ont été très promptes à parler de contacts en Ukraine, puisque effectivement les auteurs présumés ont été arrêtés sur une route dans la région de Briansk, qui peut mener d'ailleurs soit au Bélarus, soit vers l'Ukraine. Et moi, je dirais, alors c'est un avis, je dirais tout à fait personnel, mais que j'ai lu aussi ailleurs, c'est que c'est pas très étonnant, je dirais, sans du tout parler de piste ukrainienne, que la frontière avec l'Ukraine aujourd'hui soit l'endroit peut-être le moins difficile en fait pour passer en se dissimulant, justement parce que il circule plein d'hommes en armes de toutes sortes, avec des insignes. Vous voyez, on peut se promener avec un insigne néo-nazi, on peut y voir les hommes de Kadyrov qui sont venus prêter main forte pour les arrestations. Donc on y voit tout un tas de gens, et que 4 personnes puissent passer cette frontière, ma foi, ça me paraît pas si étonnant que ça, sans du tout devoir évidemment élaborer une hypothèse de main de l'Ukraine dans cet attentat. J'avais une question, parce qu'on comprend bien la stratégie de Poutine de dire c'est une piste ukrainienne, mais est-ce que c'est pas un risque supplémentaire de priver l'État islamique, entre guillemets, d'une revendication ou de la paternité de cet attentat? Parce que les terroristes font les attentats, c'est aussi pour effrayer le monde au nom d'un mot d'ordre, d'une idéologie. Et donc là, est-ce que ça va pas, d'une certaine façon, peut-être Jean de Glignassi, les exciter davantage? Bon, de toute évidence, Poutine a utilisé cet attentat pour à la fois accroître le contrôle de la société russe et galvaniser les efforts pour ce qui est sa priorité, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et il y a un deuxième choix qu'il a fait, c'est que, en fait, en soulignant que c'était l'Ukraine, en fait, il accentue une des justifications principales de sa lutte, de sa guerre en Ukraine, son invasion de l'Ukraine, c'est le siège fait par l'Occident collectif, selon ces termes, contre la Russie. Alors que, au contraire, évidemment, le terrorisme aurait pu être un élément de solidarité, puisque les Américains ont informé, ils ont marqué d'ailleurs leur solidarité de façon très forte. Mais ça, c'est secondaire. Pour Poutine, l'essentiel, c'est la guerre en Ukraine. Revenons sur ce groupe, David Rigolero, cette branche, alors on dit afghane, c'est sans doute un peu simplificateur, mais de l'organisation État islamique. De quels moyens dispose-t-il? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? D'abord, chronologiquement, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ça apparaît en 2015, en janvier 2015. C'est une année charnière à tout point de vue. C'est les attentats en France, c'est effectivement, et puis il y a la guerre en Syrie, mais il y a la cristallisation effectivement dans cette région d'une branche qui, toute chose égale par ailleurs, est un peu l'équivalent pour Al-Qaïda d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. C'est la branche la plus solide aujourd'hui, et elle a bénéficié des revenants, puisqu'on évoquait les revenants du théâtre syrien, notamment des revenants centra-asiatiques, des Ouzbeks, des Tadjiks justement, qui ont été incorporés à cette branche, donc l'expérience du combat. Et qui sont en mesure effectivement de se structurer militairement de manière très conséquente. Ils contrôlent une partie du territoire afghan. C'est aussi l'objet d'un grief à l'endroit de Moscou. C'est qu'ils combattent les talibans qui veulent se présenter, qui veulent s'affranchir des stigmates justement internationalistes de 2001 pour montrer qu'ils sont un mouvement islamiste mais national. Et dans la transition qui a été faite avec les talibans, une des conditions c'était qu'ils éradiquent justement l'État islamique du Khorasan. Et les relations entre les talibans et la Russie jouent aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que l'État islamique du Khorasan considère qu'effectivement on essaie de les détruire dans cette région où il y a eu des combats en 2018 notamment entre les talibans et l'État islamique du Khorasan très, très, très sévères. Donc il y a incrusté, on va dire, effectivement, cette structure qui bénéficie d'un environnement régional poreux, et notamment par rapport à ce qu'on appelle la vallée de la Fergana,
qui est à cheval sur 3 pays, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan et le nord de l'Afghanistan, où se jouent effectivement ces enjeux. Et donc la différence par rapport aux talibans, c'est effectivement cette notion internationale, de menace globale, ce que disait Steve Jourdain à l'instant. La France y compris, mais la France plus que d'autres pays ou pas? Je ne sais pas si vous avez réponse à cette question. Mais il y a la dimension de la laïcité française qui est évidemment, on va dire, un accélérateur, un point de fixation. Mais la France n'est pas concernée exclusivement, puisqu'on a vu que les tentatives d'attentat, les arrestations l'année dernière avaient lieu aux Pays-Bas, en Allemagne, en France. Donc c'est très diversifié. On sent monter quand même en Europe, on va dire, des réseaux de s'activer, et c'est ça qui préoccupe évidemment tous les services. Les services de renseignement, on l'a évoqué, américains avaient alerté sur une possible attaque terroriste visant Moscou au début de ce mois, au début du mois de mars. Je vous propose d'entendre Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Il rappelait ce matin chez nos confrères de Sud Radio la collaboration des services de renseignement, finalement c'est courant. On l'écoute. Sur l'ennemi commun qu'est le djihadiste, il est certain que les services se parlent. Pourquoi? Parce que le fameux djihad Khorasan, c'est, rappelons-le, celui qui a fait un attentat à Kaboul qui a tué 11 à 12 Américains. Donc les Américains, les services, les suivent de près. Et ils se disent, aujourd'hui c'est Moscou, demain ça peut être Washington. Je crois qu'il y a une lutte globale contre ces mouvements et que les informations se passent. Anne Le Mérou, comment réagit le Kremlin quand il reçoit, quand Vladimir Poutine reçoit ces informations des services secrets américains? Je pense qu'il a parlé de chantage, enfin il a employé des mots assez forts, évidemment négatifs, visant les Américains. Oui, il a bien sûr, on dirait en surface et en communication parlé de chantage. En même temps, il y a eu un attentat, je crois, déjoué, qui était, je crois, prévu devant une synagogue ou dans une synagogue, à peu près le jour où les États-Unis prévenaient du risque d'attentat. En Russie, en Russie, à Moscou. Donc ça veut bien dire quand même que, effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Dominique Trinquant, c'est que les services se parlent et qu'évidemment, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, sans doute que les choses sont beaucoup plus tendues et moins fréquentes, mais bien sûr, les services se parlent. On l'a vu après l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, entre la France et la Russie. C'est une évidence. Donc, mais ça veut dire qu'il y a la communication officielle d'un Poutine qui dit c'est du chantage, mais quand même on écoute d'une oreille. Et puis effectivement, il y a évidemment il y a 20 ans où au moment du 11 septembre, en revanche, on était dans une logique où là, au contraire, la Russie voulait apparaître comme, je dirais, un bon élève de la lutte antiterroriste et combattre aux côtés des États-Unis, tout en organisant aussi sa propre coalition régionale avec la fameuse organisation de coopération de Shanghai, dont le but d'ailleurs premier est justement de lutter contre le terrorisme aux côtés des États d'Asie centrale. Mais ce qu'il a aussi est un signe, je dirais, d'échec un peu d'une des fonctions premières de cette organisation. Jean de Glignassi, j'entends bien le double langage qui n'est pas étonnant, mais est-ce qu'il y a quand même une sous-estimation de la part éventuelle de Vladimir Poutine de ses renseignements américains parce qu'ils viennent des États-Unis et que c'est l'ennemi depuis 2 ans, les Américains soutenant les Ukrainiens? Je crois qu'il y a surtout la volonté de dire on n'a pas besoin des États-Unis. Oui. Ça, c'est pour son opinion. Mais dans la réalité, je suis d'accord avec Madame Le Mérou. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont effectivement arrêté 4 Kazakhs peu de temps après. Donc, ils ont tenu compte des informations qu'on leur a données. Et donc, ils n'ont pas pu tout contrôler comme nous au Bataclan ou les Américains pour le 11 septembre. Exactement. Mais bon, voilà, c'est terrible, mais je pense qu'ils ont tenu compte de ces avertissements. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut aussi se poser la question d'une faiblesse des services de renseignement russes. Sur ce thème, je vous propose d'entendre le politologue spécialiste de l'islam et du monde arabe, Gilles Kepel, il était sur France Inter, lui, ce matin.
qui m'a frappé, c'est que, alors que depuis quelques mois, en gros, on présente une Russie surpuissante qui va manger l'Europe, en réalité, ça fait apparaître un fort défaut dans la cuirasse russe, cette affaire. Et quand les services russes sont surtout occupés à persécuter les gens qui mettent des fleurs sur le tombeau de Navalny, évidemment, et à s'occuper de l'Ukraine, ils ne peuvent pas prendre ça en compte. Alors vous avez commencé à répondre à cette question, mais je veux bien qu'on prenne les uns les autres un peu de temps pour évaluer effectivement ce que sont les priorités russes et les conséquences que ça a pu avoir sur le fait que cet attentat ait eu lieu. Peut-être pour commencer avec vous, David Rigolet-Rose, et pour revenir sur cette branche afghane de l'organisation État islamique. Elle était identifiée, on l'a bien compris, avec l'immigration du Tadjikistan, identifiée comme une menace. Est-ce qu'elle avait déjà frappé en Russie? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Elle avait déjà fait un attentat en septembre 2022 contre l'ambassade russe à Kaboul. Bon, voilà. Donc c'était pas une surprise pour les Russes. Ils connaissent bien quand même cette région. Ça fait partie historiquement de leur arrière-cour. Donc pour eux, ils découvrent pas la réalité de cette organisation. Simplement, on peut quand même s'interroger effectivement sur l'attentat. Il y a quand même des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur la performance, je mets des guillemets, des services de sécurité, FSB et autres, dans un pays qui est quand même ratissé, policier. Alors certes, l'attention est focalisée peut-être de manière dispersée, focalisée sur d'autres priorités, mais quand même, sur ce type d'événement, il y a quand même des zones d'ombre parce que manifestement il y avait peu de sécurité effective et il y avait quand même les éléments américains qui avaient été donnés 15 jours avant. Donc tout n'est pas totalement clair. Même si, évidemment, après, ça ne manquera pas d'être instrumentalisé, comme le disait Jean-Luc Vignasti, par rapport à l'Ukraine, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une purge au sein du FSB, Jean-Luc Vignasti? Il y en a déjà eu précédemment, après des attentats. Je pense Vous n'y croyez pas? Non, je pense pas, parce que... Alors, il y a peut-être des erreurs. Actuellement, il y a une enquête. Bastrikin, le chef du comité d'enquête, est en train de voir sérieusement, parce qu'il y a eu des lacunes considérables. Les portes de sortie étaient bloquées, des tas de dispositifs de sécurité n'étaient pas activés, les gens n'ont pas pu monter sur le toit. Bon, donc il y aura une enquête et il y aura probablement des sanctions individuelles, mais pas au sommet. C'est pas Bortnikov, le patron du FSB, qui va parce que trop proche de Poutine et donc ça éclabousserait le grand chef d'une certaine façon? Sans aucun doute. Puis Poutine protège un peu ceux qui lui sont fidèles. Et puis, c'est pas exactement... C'est-à-dire que dans la réalité, pour déjouer les attentats, il faut un service de renseignement extrêmement bien informé. Et le maintien de l'ordre, si je puis dire, habituel, ça évite qu'il y ait trop de morts. C'est-à-dire ça permet de tuer les terroristes avant qu'ils ne tuent trop de monde. Ça permet peut-être de les empêcher d'entrer, mais je suis même pas sûr. Donc il y a le dispositif en amont, qui est essentiellement fondé sur le renseignement, et puis le maintien de l'ordre. Mais le maintien de l'ordre, vous savez, c'est difficile. Donc là, je dis pas on est plus indulgent, mais on peut comprendre qu'il y a eu des ratés. Pardon de vous interrompre. Peut-être un dispositif qui est surmobilisé par la guerre en Ukraine aussi, et donc qui a moins de moyens. Je ne sais pas, je pose la question à mettre en œuvre pour déjouer un attentat. C'est tout à fait vrai pour les services de sécurité, parce que on sait très bien que certains actes de guerre commis par l'Ukraine en Russie l'ont été faits via des réseaux d'Ukrainiens, d'Ukraino-Russes, de Russo-Ukrainiens, etc. Donc il y a un très gros effort de renseignement qui est accompli dans cette direction. Et donc effectivement, il a été distrait de la lutte contre le terrorisme islamique. Alors je fais tout pour ne pas tomber dans les questions qui peuvent sembler complotistes, mais je vais quand même vous la poser, Anne Le Mérou. Est-ce que Vladimir Poutine aurait pu laisser faire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire savoir qu'il y avait un risque d'attentat, mais se dire finalement je vais l'utiliser, l'instrumentaliser justement dans la guerre contre l'Ukraine. Moi je comprends très bien que ce soit une question qu'on puisse se poser et qui a d'ailleurs été posée aussi, je vous parlais de ces milieux d'opposition à l'instant. Moi, je ne le pense pas, mais j'ai pas non plus d'éléments pour vous dire le contraire. Et je comprends bien que, compte tenu de ce qui s'est passé en 1999 et du fait qu'on ait eu des attentats dont les traces aient disparu dans les jours qu'on suivi, on a pris des bulldozers pour effacer toutes les traces, on a refusé la coopération du FBI pour enquêter, on a diffusé des portraits robots de Tchétchènes qui étaient pour certains morts depuis plusieurs mois. Enfin, donc toutes ces failles-là, elles ont alimenté... Des attentats qui ont permis ensuite à Vladimir Poutine de prendre
déclenché la guerre en Tchétchénie, ce qui ne veut pas dire que, voilà, c'est comme de dire que l'incursion de Bassaïev, effectivement, dans les 3 villages du Daghestan, qui donc aussi ont été le déclencheur de la reprise de la guerre à l'automne 99, il les a fait, ces incursions. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est comment a-t-il pu passer si facilement dans ces 3 villages? Donc voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Il peut y avoir aussi, je dirais tout simplement, de la négligence, de la corruption qu'il faut jamais négliger non plus. J'ai souvenir de 2 attentats dans des avions quelques jours avant Beslan, je crois, de femmes tchétchènes qui avaient payé $50 les gens sur le tarmac de l'aéroport pour ne pas passer des portails métalliques. Donc c'est pas grand-chose, $50 pour corrompre. Donc et on peut imaginer aussi que là, dans la salle de concert, par exemple, il ait été établi un petit peu à l'avance que effectivement les issues de secours ne fonctionnaient pas bien, que voilà. Et malheureusement, ce serait pas la première fois que, y compris dans des histoires qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, on a des dizaines de morts qui auraient pu être évitées à cause de règles de sécurité qui ne sont pas respectées en raison de la corruption. Et ça, je dirais, c'est le quotidien du fonctionnement économico-social de la Russie aussi qui interroge bien. Alors, on l'a dit, la stratégie du président russe depuis ce week-end, c'est d'ignorer la revendication du groupe État islamique pour accuser l'Ukraine, et ça peut marcher sur une opinion russe, en tout cas une partie de l'opinion russe nourrie de propagande guerrière. Un exemple. Je suis désolée pour les gens. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient acheté un ticket sans retour. Les Ukrainiens ne peuvent pas nous vaincre sur le champ de bataille, alors ils ont décidé de nous briser de cette façon. Mais ils n'y parviendront pas. La Russie n'est pas un pays qui va se briser. Cela, au contraire, rend les gens plus forts. David Rigoleros, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la part de Vladimir Poutine là, dans les jours ou les semaines qui viennent, à partir de cet attentat? Un tour de vie, je ne sais pas s'il peut y avoir encore un tour de vie sur les libertés, sur une mobilisation générale, on va l'évoquer un peu plus en seconde partie. Mais justement, en mobilisation, on peut déjà, son ministre Sergueï Shoigu a annoncé qu'il allait constituer 2 armées supplémentaires. Qui ferait entre 300 et 400 000 hommes. Donc on voit qu'effectivement se dessine en creux la possibilité d'une mobilisation plus générale, qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, pour préparer effectivement des opérations plus importantes par la suite en Ukraine, hein, d'où une potentielle instrumentalisation. Effectivement, on va dire qu'il y a une logique opportuniste de la part du maître du Kremlin. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'arrestation des 4, justement, présumés auteurs, il n'a pas du tout évoqué le lien avec l'État islamique du Khorasan. En revanche, on les présente comme des mercenaires, puisqu'ils auraient été payés. Et donc, ça peut laisser supposer que ce mercenariat, évidemment, il y a une connexion avec l'Ukraine, du point de vue de l'opinion publique. On retrouve toutes choses égales par ailleurs, ce qui avait eu lieu au moment après 2001, aux attentats du 11 septembre, quand l'administration américaine avait essayé de faire une connexion entre Saddam Hussein et justement Al-Qaïda. C'est un peu la même logique qui se met en place là. Ce qui lui permet effectivement d'ailleurs de minimiser d'éventuels trous dans la raquette et en même temps d'instrumentaliser. Alors on va vraiment consacrer la seconde partie de l'émission aux conséquences en termes de mobilisation générale, éventuellement d'offensive. Donc je voudrais que l'un et l'autre, pour les dernières minutes de ce premier débat, on reste vraiment sur la société russe. Est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour les Russes finalement, ce que Poutine pourrait décider dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Peut-être avec vous pour commencer. Alors il y a un certain nombre de projets déjà de durcissement. Il y a la peine de mort qui est discutée, qui sera probablement réintroduite. Elle est suspendue actuellement, hein, donc elle risque d'être réintroduite. La mobilisation, pour l'instant, je n'y crois pas trop, parce qu'en fait, en payant très bien les volontaires, pour l'instant, les Russes remplissent leur bataillon, si je puis dire. Mais ça pourrait arriver aussi. Et puis peut-être, il peut y avoir les derniers espaces de liberté média, c'est effectivement YouTube, ça pourrait être supprimé. Il y a de la marge encore, hein. Les VPN, la chasse aux VPN pourrait être organisée. Donc il y a beaucoup de choses. L'opinion russe elle-même, je regardais les journaux de ce matin à Moscou, l'hypothèse islamiste, elle apparaît dans les journaux.
hein, elle n'est pas complètement... Ces journaux sont étroitement contrôlés, et pourtant l'hypothèse djihadiste est traitée par les journaux. Donc en fait, je pense que les Russes, qui ont déjà subi pas mal d'attentats, comme on l'a dit, sont assez lucides quand même sur l'origine de l'attentat. Votre avis sur les atteintes aux libertés? Et puis j'ajoute une question sur est-ce qu'il y a dans la perception de ce qui est en train de se passer des fractures générationnelles au sein de la Russie, des plus jeunes un peu mieux informés et un peu moins sensibles à la propagande? Peut-être que c'est très caricatural ce que je dis. Non, c'est pas faux. Et cette fracture générationnelle, elle a été mise en évidence en particulier depuis 2 ans. Elle a été mise en évidence par les départs aussi, hein, les départs de dizaines, voire centaines de milliers de Russes c'est quand même plutôt des jeunes qui sont partis, et c'est effectivement plutôt des jeunes qui sont opposés à la guerre. En même temps, si on regarde les milliers de personnes qui sont venues rendre hommage à Alexis Navalny, c'est très loin de n'être que des jeunes, en revanche. Hein. Donc il y a aussi toute une frange de gens qui passent peut-être pas leur vie sur Telegram ou sur YouTube, mais qui ont aussi quand même un seuil de tolérance, je dirais, à l'intolérable qui là s'est exprimé par exemple avec la mort de Navalny, mais là ça vient, je dirais, rejeter un coup dans l'autre sens, où on peut espérer justement que au contraire la société qui, dans son ensemble se remobilise autour du président. Mais je suis assez d'accord pour dire, je pense pas que les gens soient non plus complètement dupes. Je vais vous dire une petite anecdote. Il y a très longtemps, presque 20 ans, c'était après les attentats de 99, où ça fait plus de 20 ans, j'étais dans une file à l'aéroport et une femme me dit, parce que quelqu'un qui n'était pas de type européen, se faisait contrôler assez vigoureusement ses papiers, me dit, mais vous voyez, tous mes concitoyens, demandez à tous ces gens là dans la file d'attente, je suis sûre qu'il n'y en a pas un qui croit que ce sont les Tchétchènes qui ont fait les attentats à Moscou. Mais pourtant, ils ont tous voté pour Vladimir Poutine. Donc voilà, cette espèce de mélange effectivement, on n'est pas dupe, mais en même temps, il n'y a pas le choix, donc on continue. Merci beaucoup. Vous vouliez dire un dernier mot, allez-y. Il y a une chose qui m'a frappé, la vidéo sur les tortures infligées. Elle n'est pas passée. Hein. Il y a des réactions dans la presse, même la presse contrôlée, Nizafissima Gazette, etc. Ça a choqué. Oui. Ce qui peut sembler surprenant. Non. Pas forcément. Ce qui est surprenant, c'est qu'on les laissait s'exprimer dans la presse. Oui. D'accord, ok, très bien. Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat. J'ai rappelé, Jean de Guignacy, votre livre « France, une diplomatie déboussolée », livre publié aux éditions L'Inventaire.